20h sur ce plateau d'Africa Today. Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue dans ce journal. Tout de suite les titres. Promouvoir les acteurs du secteur agricole en Guinée, c'est le but du concours du prix du journalisme agricole et rural 2016. Lancé ce jeudi à Conakry, l'initiative est de l'association Médias et Agriculture pour le développement rural en partenariat avec l'ambassade des États-Unis. La semaine de la citoyenneté se poursuit en Guinée. Combien d'actes citoyens ont été posés depuis son lancement? Notre rédaction s'est rendue dans quelques services et établissements scolaires dans la commune de Kaloum pour toucher du doigt cette réalité. Al-Baghdadi harangue ses troupes. Le chef du groupe État islamique exhorte les combattants djihadistes à tenir Mossoul, leur fief en Irak, là où l'armée gouvernementale est entrée hier. C'est tout pour les titres. Bienvenue à tous. Conclave ce jeudi 3 novembre 2016 des parties prenantes du dialogue interguinéen au ministère de l'administration, du territoire et de la décentralisation. Les acteurs politiques, l'administration et la société civile, ainsi que les partenaires ont passé en revue les différents points contenus dans cet accord, chose qui a conduit à l'idée de mise en place de 6 comités pour l'analyse et le suivi de leur mise en exécution. Daouda Mohamed Kamara pour plus de détails. Cette rencontre intervient seulement après un peu plus de 2 semaines de la signature de l'accord dit du 12 octobre 2016. Pendant que les contestations vont bon train avec la société civile et certains acteurs politiques autour du point 2 de l'accord, les signataires, eux, mettent les bouchées doubles pour sa mise en exécution. Et ce jeudi, les choses semblent bien parties. Ce comité de suivi a mis en place 6 commissions de travail. Ces 6 commissions vont travailler pendant toute la semaine et en fin de semaine, ils rendront compte pour nous permettre d'aller de l'avant. Selon le porte-parole de l'opposition républicaine, cette rencontre a permis d'identifier la composition du comité et établir sa feuille de route. 2 représentants du gouvernement, 3 représentants de la mouvance présidentielle, 3 de l'opposition, 6 de la communauté internationale et 2 de la société civile. Nous avons décliné les conditions de fonctionnement de ce comité de suivi. Nous avons identifié les différentes structures qui vont être attachées à ce comité, notamment 6 commissions de travail qui vont entrer dans le détail et qui vont donc de cette façon permettre d'avancer plus rapidement en examinant point par point les dispositions de cet accord. Nous avons arrêté la périodicité de nos réunions, il s'agira de 2 réunions par mois. En ce qui concerne la position de l'UFR et du PDN n'appartenant ni à l'opposition ni à la mouvance présidentielle, le ministre Bourema Condé est sans embâche. Une 3e position, je ne dis pas, n'est pas possible ou bien n'existera pas demain, mais pour le moment, elle n'est pas connue. Cela reste encore à la discrétion des acteurs politiques. C'est eux qui savent se positionner ou en tout cas définir, n'est-ce pas, ce qui doit être leur appartenance politique dans ce pays. Cette réponse du ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation ne tranche-t-elle pas pour désormais contraindre à appartenir soit à l'opposition républicaine, soit à la mouvance présidentielle? En tout cas, pour l'instant, l'UFR se réclame de l'opposition plurielle et le dialogue se poursuit sans le parti de Sidia Touré. La lutte pour l'autosuffisance alimentaire, une préoccupation des autorités guinéennes. C'est dans cette optique qu'un projet destiné à améliorer la production rizicole a été lancé ce jeudi à Conakry. Il couvre 10 pays de l'Afrique subsaharienne. Salut Ombuno. Ce projet dénommé Partenariat pour le développement de systèmes rizicoles durables en Afrique subsaharienne vient matérialiser la volonté de la République bolivarienne du Venezuela et de la FAO à contribuer à l'amélioration de la productivité dans le domaine rizicole en Afrique. À travers ce programme, le Venezuela et la FAO comptent également assurer une sécurité alimentaire pour les pays cibles, dont la Guinée. Le projet contribuera aux efforts du gouvernement guinéen en matière de sécurité alimentaire et de développement de la filière riz dans le pays et dans la région. En Guinée, la demande en riz augmente chaque année et l'État, en dépit de tous les efforts consentis, a encore du mal à satisfaire la population. Les importations du riz, elles, restent considérables. Et pour le département de l'agriculture, ce projet a sa raison d'être. Ce projet s'inscrit, corrobore
parfaitement avec la vision du président de la République qui s'inscrit dans la dynamique de la transformation de l'agriculture guinéenne. La mise en œuvre de ce projet va apporter un plus significatif dans la transformation de la riziculture guinéenne et va permettre aux acteurs de la filière d'améliorer de façon durable la qualité de riz local en renforçant sa compétitivité. Avec une superficie de 245 857 km², la Guinée dispose, selon des chiffres, plus de 6 millions d'hectares de terres cultivables, un potentiel qui devrait pourtant permettre au pays d'atteindre son autosuffisance alimentaire si une réelle volonté politique y était. La deuxième édition du prix du journalisme agricole et rural 2016 a été lancée ce jeudi à Conakry. Ce concours ouvert à toute la presse guinéenne vise à promouvoir les acteurs du secteur agricole en Guinée. Il est initié par l'association Médias et Agriculture pour le développement rural AMEDAR en partenariat avec l'ambassade des États-Unis en Guinée. Aïssata Fofana. C'est un nouveau challenge pour les journalistes guinéens de mettre leur plume à profit pour la cause de l'agriculture en Guinée, un secteur clé et pourvoyeur d'emplois, mais qui, selon l'ONG AMEDAR, est peu médiatisé. C'est pour désormais inverser cette tendance qu'elle a décidé de renouveler la deuxième édition du prix du journalisme agricole et rural 2016. Nous lançons ce concours pour montrer que l'agriculture est incontournable dans le développement de tout pays, et que c'est un secteur pourvoyeur d'emplois, notamment pour les jeunes. Un enseignant-chercheur à l'université de Kindia me disait il y a quelques mois que c'est que la culture de la tomate lui a donné en une année, l'enseignement ne le lui a rapporté qu'en 10 ans. Pour cette année, les candidats compétiront sur le thème agriculture et emploi jeunes, un sujet évocateur qui devra être traité selon les critères indiqués. Les journalistes de la presse écrite, de la radio, de la télévision, de la presse électronique et les photoreporters peuvent participer au concours en proposant un article de 400 mots au minimum et 450 mots au maximum. Un reportage de 3 à 4 minutes et une photo d'une bonne résolution diffusée ou publiée entre le 1er janvier 2016 et le 10 janvier 2017. Les candidatures seront soumises aux adresses suivantes mises à disposition par l'ONG AMEDAR. meagriculture@gmail.com, info@agriguinee.gov.gnou. Nous envoyer à la maison de la presse aussi. Pour la conseillère culturelle et de la presse de l'ambassade des États-Unis en Guinée, le plus important dans ce concours, c'est la vulgarisation des activités agricoles. Je suis sûre, encore cette année, il y aura beaucoup de bons candidats, mais plus important peut-être, ce n'est pas la compétition ou le prix, mais la participation et la sensibilisation, comment transmettre l'information concernant l'agriculture. Dans un délai d'1 mois après la clôture du dépôt des candidatures, le jury, composé de 7 personnes, proclamera les résultats. Un document de plaidoyer en faveur du respect des droits des communautés riveraines des zones minières en République de Guinée a été présenté ce jeudi à Conakry. L'objectif recherché par ce document est de partager les préoccupations des communautés cohabitant avec les activités minières, leurs recommandations ainsi que celles de la société civile à l'endroit de l'État. L'initiative est d'Action Mine Guinée en partenariat avec Osiwa. Le compte rendu de Dianka Sissé. Ce plaidoyer a pour but, dit-on, d'attirer l'attention de l'État sur la nécessité d'assurer un suivi rigoureux des opérations minières en tenant compte des avis des populations riveraines des sites miniers. Pour le directeur de l'ONG Action Mine de Guinée, cette action permettrait d'éviter la recrudescence des conflits entre les parties prenantes souvent préjudiciables à l'environnement paisible des affaires. Pourtant, vivant en paix, selon
selon le directeur de l'ONG, s'avère nécessaire pour la valorisation des ressources au profit de toutes les parties. Ce présent plaidoyer que nous formulons à travers cette cérémonie à l'endroit du gouvernement, du Parlement, des partenaires techniques et financiers et compagnies vise à susciter davantage une prise de conscience des enjeux réels du secteur minier pour qu'enfin les droits des communautés riveraines des sites miniers soient protégés. À en croire certains observateurs, le secteur minier guinéen est mal connu du public en raison du fait que peu d'informations filtrent de la gestion de cette manne. Conséquence, les populations riveraines des zones minières vivent dans la pauvreté, une contrainte que le représentant de Osiwa Guinée promet de corriger. L'objectif du présent projet est d'entendre la voix des communautés des zones minières sur les problèmes socio-économiques auxquels elles font face et de recueillir des propositions pour une meilleure collaboration entre les populations et les sociétés minières, d'une part, et entre celles-ci et l'État, d'autre part. La représentante du président de l'Assemblée nationale à travers son institution entend œuvrer pour la divulgation de ce projet de respect des droits des communautés riveraines des zones minières. Notre commission se ferait le devoir d'être un appui particulier auprès de notre institution afin que ce document soit réellement divulgué et bien exploité par les différents représentants du peuple. Une initiative saluée par le secrétaire de ITIE Guinée, vu les efforts consentis sur le terrain par l'ONG Action Mine pour la gestion des ressources naturelles. Cette exploitation engendre quelques problèmes au niveau de nos communautés et, n'est-ce pas, c'est en cela que nous saluons l'action de l'ONG Action Mine sur le terrain pour pouvoir proposer des solutions en faveur de ces communautés. Ce projet qui consiste à porter la voix des communautés riveraines des zones minières vise à favoriser une meilleure collaboration entre les parties prenantes de l'exploitation minière. Pour la troisième journée de la semaine de la citoyenneté, notre rédaction a fait ce jeudi un tour dans des établissements scolaires et services à Kaloum. La démarche vise à toucher du doigt les actes posés par des citoyens. Selon certains d'entre eux, le pays a besoin de construire un nouveau citoyen. Oumi Kamara. Au lycée 28 septembre de Kaloum, ce jeudi matin, un groupe d'élèves décide de nettoyer volontairement la cour de l'école. Un acte civique qui s'inscrit dans la logique de la citoyenneté dont le pays observe actuellement. Pour Ismaël Kamara, élève de 12e sciences sociales, cette action interpelle aussi les apprenants à adopter un bon comportement. Donc aujourd'hui, j'ai participé à la citoyenneté. J'ai interdit à une personne de jeter son bonbon dans la poubelle, hors de la poubelle. Alors là, je vais lancer un conseil à mes amis. Je vais leur dire de continuer, de faire comme moi, d'essayer de pratiquer la citoyenneté. Parce que sans cette citoyenneté, on ne peut pas parler d'un pays démocrate, vous voyez. Pour pérenniser une bonne conduite morale dans cet établissement, les responsables de l'école disent faire appliquer les consignes du règlement intérieur de l'école. Cette semaine se vit chez nous tous les jours. On n'a pas attendu la déclaration de cette semaine pour qu'il y ait des actes de citoyens. Nous sommes là, nous vivons avec le règlement intérieur de l'école. Tous les élèves savent qu'à 8 h il faut être là. Et tu n'es pas là à 8 h, tu ne vas pas rentrer. Nous avons des brides de droits de l'homme, etc., etc. Il y a beaucoup plus encore au lycée. Et au collège, nous parlons d'éducation civique. Voilà. C'est des cours qui sont assortis de jeux de rôle, pour qu'il n'y ait pas que de la théorie au niveau des explications. Le professeur a la latitude de faire des exemples de bons comportements en classe, par exemple. Ce ne sont pas que des élèves qui posent des actes civiques pendant cette semaine de citoyenneté, les travailleurs aussi. C'est le cas par exemple de Moussa Djoumessi, un consultant politique. Pour lui, il est temps d'aller vers un nouveau citoyen. Cette semaine devrait amener l'ensemble des Guinéens, l'ensemble des institutions, l'élite guinéenne à s'arrêter pour une remise en cause en vue d'une nouvelle réorientation. Aujourd'hui, il faut aller vers quoi? Il faut aller vers le nouveau citoyen guinéen. Ce nouveau citoyen... C'est qui réellement ce nouveau citoyen? Non, il faut le construire. C'est un travail. Vous et moi aujourd'hui en réalité. C'est le système éducatif qui est aujourd'hui en danger. Ça veut dire que le pays est en danger.
Vous ne pouvez pas apporter des équilibres formels à une nation lorsque ses enfants ne sont pas. Et ça, c'est la faute de nos compatriotes. Ça, c'est la faute d'une catégorie de Guinéens. Selon Moussa Dioumessi, la devise de la Guinée, travail, justice, solidarité, donne suffisamment d'éléments d'orientation pour être un bon citoyen. Parlons toujours de cette semaine nationale de la citoyenneté qui se poursuit de plus belle dans la capitale Conakry. Ce jeudi, le ministre d'État chargé de la sécurité et de la protection civile est allé à la rencontre des usagers de la route. Objectif, sensibiliser les citoyens sur le respect du code de conduite. Bamamodo Alpha nous en dit plus. La connaissance des règles et principes de la circulation routière reste nécessaire, voire même indispensable pour un conducteur d'engin roulant. Un fait qui, pour le moment, n'est pas suffisamment compris par des citoyens de la capitale guinéenne. Un moteur doit-il avoir un permis de conduire? Il doit avoir un permis de conduire. Ouais. Bon, toi tu ne sais pas. Oui, moi je ne savais pas du tout. Donc tu es en faute. Oui, exactement. Où est ton casque de protection? Il est où je travaille là. Où est donc, l'assurance? Là, et ça aussi, je n'ai pas ça ici. Tu n'as aucun papier et tu conduis une moto. Tu ne peux même pas justifier la propriété, n'est-ce pas, de cette, cette moto. Oui. Hein? Oui. On peut dire que tu as volé. Donc t'amener à la police tout de suite. Vu que je n'ai aucun papier, même si vous le faites, je dirais que vous devez le faire parce que vous êtes là, c'est pour nous sécuriser. Bon, c'est très bien, il faut reconnaître ses droits, il faut connaître ses devoirs. Ouais. Ces échanges du ministre d'État en charge de la sécurité et de la protection civile que vous venez d'entendre prouvent à suffisance qu'il reste encore beaucoup à faire pour conscientiser des citoyens qui ne maîtrisent toujours pas le code de la route. Tu n'as pas de permis? Je n'ai pas de permis, mais moi je savais pas. Est-ce que tu connais le code de la route? Je connais un peu. Ah, comment tu n'as pas de permis, tu connais le code de la route? Oui, mais moi je pensais que c'est juste la voiture, c'est pour la voiture qu'on prend. Il pense que c'est pour la voiture qu'on doit connaître le code de la route. Tu as vu, tu ne connais pas le code de la route. Tu ne connais pas. Donc tu exposes ta vie, tu exposes la vie de tes concitoyens. Il faut que les citoyens comprennent que la meilleure façon d'être bon citoyen, n'est-ce pas, c'est de connaître, de chercher à connaître ses droits et également se souvenir à chaque instant de ses devoirs. Sans oublier aussi des stationnements anarchiques de part et d'autre de la chaussée, l'état de la circulation routière reste un défi majeur à relever par les autorités et usagers de la route en Guinée. 1610 stagiaires de la gendarmerie et de la police viennent de recevoir leur diplôme et certificat de stage. Plus de 6 mois ont permis à ces unités de maintien d'ordre de renforcer leur capacité d'opération sur le terrain. La cérémonie de remise a mobilisé plusieurs personnalités à l'école nationale de la gendarmerie de Sonfonia, Alseni Diallo. Cette sortie de 11 promotions, 10 de la gendarmerie et 1 de la police s'inscrit dans le cadre de la réforme du secteur de la défense et de sécurité. Ces stagiaires ont suivi des formations à Kalea et Sonfonia durant plusieurs mois. Ils devront désormais joindre la théorie à la pratique qui est tout autre. Je vous demande de garder foi en votre mission et d'appliquer, contre vents et marées, les préceptes qui vous ont été inculqués. Il n'est de bon gendarme que celui qui sait se remettre en cause et cherche à acquérir des connaissances nouvelles qui lui serviront à mieux appréhender les missions qui lui sont habituellement confiées. Des commandements de groupement de la gendarmerie à la 4e promotion des assistantes de direction en passant par la première promotion de formation des formateurs de la police nationale, tous ont reçu leur diplôme des mains des officiers supérieurs de l'armée guinéenne. Et ces agents promettent l'application stricte des connaissances acquises. Ne disons-nous pas souvent que tant vaut l'école, tant vaut la nation. Moi je dirais que tant vaut l'école, tant valent les institutions républicaines. Donc avec ces formations que nous avons déjà acquises dans cette école, nous sommes en train de restituer dignement dans nos écoles de police, notamment dans le domaine de l'art militaire. Les 6 mois se sont très bien passés. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, on a reçu nos diplômes. Donc je lance un appel solennel à toutes mes copines d'avoir le courage d'être à l'école
car un militaire sans formation est un criminel. Satisfait de l'abnégation des stagiaires durant ce cursus, le patron du haut commandement de la gendarmerie nationale et de la direction de la justice militaire sollicite d'autres aides afin de continuer à moderniser ces unités. Dans le cadre du renforcement des capacités opérationnelles de la gendarmerie nationale, nous sollicitons l'ouverture de l'école des officiers de gendarmerie du Somfonia, la construction de la plateforme intervention professionnelle dans les écoles de gendarmerie, Somfonia et Caléa, la construction du village de maintien d'ordre à Caléa, ainsi que l'électrification de cette école par EDG. L'achèvement de la construction du laboratoire de la police technique et scientifique, la construction du siège de la direction de la justice militaire et du tribunal militaire permanent de Conakry. Pour le représentant du ministre d'État à la présidence chargé de la défense nationale, c'est une invite qu'il fait aux récipiendaires à être plus prompts dans l'exercice de leur métier. Je profite de cette occasion pour vous exhorter à vous impliquer davantage dans le processus de sécurisation des populations et leurs biens. Je suis d'avance convaincu qu'à court terme, la gendarmerie nationale et les autres acteurs de la sécurité seront en mesure de maîtriser les problèmes liés au maintien et au rétablissement de l'ordre public. Au compte de l'année 2017, la gendarmerie nationale compte former les 15e, 16e, 17e et 18e promotions des officiers de la police judiciaire. Électricité pour tous, c'est le slogan d'une ONG qui se fixe pour objectif l'éclairage des villages et certaines villes africaines. Ce jeudi, la structure groupe Massafendou International a procédé à la remise des lampadaires et des veilleuses à la population de l'île de Kassa. Une cérémonie qui s'est déroulée devant les responsables sous-préfectorales et notables de la localité. Moussa Sefa Kamara a pour les détails. Cette île plongée dans l'obscurité depuis des années et qui se trouve de nos jours dans un besoin pressant d'électricité. Pour pallier à ce déficit électrique sur la presqu'île de Kassa, Massafendou International entend mettre toute son énergie pour y parvenir. Après 35 ans de vie dans le noir, les populations ne peuvent qu'accueillir à bras ouverts cette initiative, précise le sous-préfet. On n'a pas d'électricité ni d'origine solaire, ni même d'origine thermique. Alors que par le passé, on en a connu, comme Kassa, vous le voyez, c'était une cité industrielle, minière. On avait une centrale ici, thermique, qui nous donnait du courant 24 heures sur 24. Mais depuis maintenant 30-35 ans, cela n'y est plus. Donc si on dirige vers nous un tel projet, vraiment ça ne fera que nous réjouir. Au-delà du geste, le donateur s'exprime sur quelques difficultés liées au manque de lumière dans les ménages. Si dans une maison, les enfants ne peuvent pas faire leurs devoirs le soir, les mamans ne peuvent pas préparer les repas et doivent préparer tout avant 6 heures du soir, c'est difficile. Pour les hommes, quand ils veulent inviter quelqu'un pour parler un peu, causer sur toutes sortes de choses, ils n'ont pas la lumière. Ou bien ils doivent acheter. Ils doivent acheter des piles qui consomment, ça prend de l'argent. Ils doivent acheter du pétrole pour faire la lumière, c'est trop. Vu les tracasseries administratives, le directeur général de l'ONG veut prendre le taureau par les cornes pour satisfaire les citoyens de cette localité. L'État nous fatigue un peu, parce que c'est à cause de ça on a pris l'initiative de venir avec M. Souma ici, pour ne pas traîner trop, parce que moi je suis guinéen, je connais le besoin des Guinéens, donc on essaye de faire plus que ça, et on va voir ce qu'ils vont nous dire dans ces jours-ci. On les attend. La famille est une kit solaire pour chaque famille. Donc ça veut dire que si l'État nous accorde, on a déjà, on connaît maintenant la totalité de la population, 13 000. Et moi je peux dire en deux mois, et tout le monde a ses kits solaires ici, en 2 mois, on peut réaliser ça. Ça, c'est pas un problème. L'électricité reste la base de tout développement. Éclairer nos villages et nos villes peuvent être un élément déterminant pour l'épanouissement des populations.
Santé, on en parle. Parmi les maladies dont souffrent les enfants, il y a l'infirmité motrice cérébrale. Des constats montrent qu'en Guinée, la plupart des enfants qui souffrent de cette maladie sont souvent rejetés par leur famille. Considérés comme des extraterrestres, certains n'hésitent pas à s'en débarrasser. Pourtant, ces enfants ont besoin de notre regard de la société en tant qu'individus. Diao Bachir s'est intéressé à ce sujet. Suivez son reportage. Considérés par beaucoup de personnes comme enfants du diable, certains parents, par ignorance, choisissent même de les mettre dans des poubelles. Pourtant, contrairement aux croyances, ces enfants souffrent d'un handicap qui retarde leur croissance. Une anomalie qui intervient avant, pendant et après leur naissance. C'est des enfants qui soit ont manqué d'oxygène, parce que le cordon ombilical a été autour du cou, parce que l'accouchement a été un peu long et l'enfant n'a pas respiré tout de suite, ou parce que l'enfant a contracté une infection ou a eu des crises d'épilepsie, mais qui ne sont pas l'action d'esprit ou de diable. Très souvent, c'est des enfants qui vont avoir un retard psychomoteur. Ça veut dire à la fois un retard moteur, c'est-à-dire dans le corps, et un retard au niveau de la cognition, c'est-à-dire des apprentissages pour parler, pour savoir réfléchir logiquement, pour mettre les apprentissages en place de la lecture, de la vision, etc. Si dans la société, certains parents rejettent ces enfants par méconnaissance, d'autres, par contre, les acceptent à l'image de Aïssata, une mère de famille. À 1 ou 2 mois de sa naissance, on a remarqué qu'elle avait cet handicap-là. Il y a d'autres qui pensent que les enfants-là, c'est des enfants qu'on dit c'est des diables, comme on le dit en Soussou, signes ou des trucs comme ça. D'aller la mettre, la donner aux vieilles pour envoyer dans des villages, d'aller les mettre dans la bourse, puis après ça deviendra un serpent ou quelque chose comme ça. Moi j'ai dit non, je ne le ferai pas parce que ça c'est un enfant, c'est un être humain, elle a un handicap, elle a un déficit quelque part, mais ça ne veut pas dire qu'elle n'a pas, elle n'est pas un être humain, quoi. Donc je l'ai accepté comme ça. Comme toute autre personne, ces enfants adorent jouer, écouter de la musique ou danser. Séisme politique en Afrique du Sud, un rapport sur la corruption a été rendu public hier. Une enquête qui met en lumière les liens étroits entre le président Zuma et l'une des familles les plus puissantes du pays. Regardez. Qui tire les ficelles? Voilà la question que pose le rapport publié par la médiatrice de la République, Toulima Donsela, et qui fleurbon le nouveau scandale. Et ce scandale de corruption pourrait porter le nom de affaire Gupta, car derrière la nomination d'un ministre des Finances contesté, derrière les connivences qui lient les milieux d'affaires des mines au pouvoir, se cache la famille Gupta. Des frères d'origine indienne qui règnent sur l'immobilier, l'informatique et les mines bien sûr. Une famille au pouvoir immense qui n'hésiterait pas à influencer les plus hauts sommets de l'État, dont le président Jacob Zuma. Cette affaire sera-t-elle l'affaire de trop? Peut-être, au regard des manifestations qui se sont déroulées hier à Pretoria. Opposition politique, société civile et citoyens réunis pour dire stop, Zuma va-t'en. Julius Malema, le leader du parti radical Les Combattants pour la liberté économique, appelle même ses troupes à marcher sur le siège du gouvernement. Laissez-nous aller sortir Zuma des bâtiments du gouvernement. Nous ne pouvons pas laisser un vieil homme détruire la liberté de l'Afrique du Sud. Pas sous nos yeux, pas en notre nom. Plusieurs partis d'opposition envisagent de lancer la semaine prochaine une motion de défiance contre Jacob Zuma. Pour l'Alliance démocratique, il faut saisir cette opportunité pour se débarrasser du cancer nommé corruption. Dans son rapport, la médiatrice suggère que le parquet et la police ouvrent une enquête. Elle donne aussi 30 jours au président Zuma pour constituer une commission d'enquête auprès du Parlement. Il reviendra ensuite aux députés de déterminer les responsabilités. La haranga d'Aboubacar al-Baghdadi peut être la preuve de l'importance de la bataille de Mossoul, troisième semaine de l'offensive des forces irakiennes sur le bastion du groupe État islamique en Irak. L'armée est entrée dans la ville hier et le chef du groupe djihadiste est sorti d'un silence de près d'un an pour exhorter ses combattants à résister. Suivez. Quartier après quartier, rue après rue, les forces irakiennes progressent dans les faubourgs de Mossoul. Les forces spéciales ont le sourire.
Les habitants de ce quartier de Gokjali, terrés chez eux, ressortent prudemment, libérés enfin des mains des djihadistes. Signe d'une certaine fébrilité, Daesh cherche à remobiliser ses troupes. Voilà près d'un an que son chef, Abou Bakr al-Baghdadi, ne s'était pas exprimé. Le voici dans la mosquée de Mossoul lors de la prise de la ville en 2014. Cette nuit, un message audio qui lui est attribué appelait ses partisans à tenir Mossoul, ne pas fuir face à l'avancée de l'armée irakienne. Alors que les soldats brandissent en trophée le drapeau noir des djihadistes, des tirs éclatent. Des poches de résistance sont encore actives dans le quartier. Les hommes de Daesh ne comptent pas se rendre sans lutter. Et les familles continuent de fuir, craignant les représailles. Les djihadistes tuaient et kidnappaient des gens qu'ils suspectaient de tout et de n'importe quoi. Même ceux qui n'avaient rien fait étaient enlevés sans qu'on sache pourquoi. On était sans nouvelles de nos familles. Moi, ça fait 2 ans et demi que j'essaye de fuir Mossoul. Depuis le début de l'offensive, 20 000 personnes ont déjà été déplacées de Mossoul, mais les autorités craignent le pire. Les vies d'1 200 000 civils sont encore menacées. C'est la fin de ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi. Bonne soirée à vous.